Bonjour à tous, du coup, je m'appelle Loïc Gandil et ça va bientôt faire 4 mois que j'ai commencé une thèse sur le sujet suivant, donc Root System Tracker, méthode automatique de reconstruction spatio-temporelle de l'architecture racinaire pour le phénotypage en agroécologie, en gros. Juste pour être sûr, on m'entend bien là avec ça? Ouais, bah, nickel. Donc, vous l'aurez compris, je m'intéresse à l'étude à grande échelle d'images de racines, en fait, d'images de systèmes racinaires comme on peut voir ici. Ces images, elles sont émises par des plateformes de phénotypage. Alors, il en existe de plusieurs types et elles permettent d'émettre des images de systèmes racinaires à intervalles réguliers dans des conditions d'acquisition variées avec des modalités d'observation qui vont du haut au bas débit, en gros. Et dans le cadre de mon sujet de thèse, je m'intéresse au phénotypage automatique de ces systèmes racinaires, c'est-à-dire que je cherche à extraire de l'information à partir de ces images, des mesures, pour chaque racine visible dans l'image, du coup. En principe, ça veut dire trois choses. Ça veut dire segmenter les systèmes racinaires segmenter les pixels du système racinaire fond et système racinaire, reconstruire numériquement une architecture racinaire et analyser en fait les graphes qu'on aura ainsi obtenus. Du coup. Un problème récurrent qui intervient lorsque l'on étudie des systèmes racinaires, c'est la combinatoire du problème de reconstruction. En gros, quand on observe des croisements visibles à l'écran, il y a une incertitude quant à l'extraction d'un graphe 2D qui représenterait la topologie du système racinaire. Comprenez qu'il y a plusieurs scénarios de reconstruction possibles. Et ce nombre de reconstructions possibles, il augmente avec le temps, avec le nombre de croisements en fait, qu'on peut observer dans l'image. Pour pallier ce problème, en 2022, Fernandez et al., mon directeur de thèse, mon co-directeur de thèse, avaient proposé une méthode de reconstruction qui utilise l'information temporelle pour résoudre les ambiguïtés liées au croisement. En gros, au lieu de travailler sur n graphes à faire matcher entre différents temps, on va modéliser le système racinaire sous la forme d'un seul graphe unique, temporel, qui évolue par les pointes, du coup. Et ça permet de modéliser le problème de reconstruction sous la forme d'un problème de reconstruction avec un algorithme de minimisation globale sur graphe, en gros. Cette méthode, elle a été testée sur des données de laboratoire. Maintenant, c'est un peu un des problèmes qu'on a dans la communauté, à savoir que, en général, les méthodes de reconstruction comme celle-ci, elles sont souvent dédiées à un type d'acquisition spécifique. Donc, on se retrouve, pour pouvoir passer d'un type d'acquisition à l'autre, on se retrouve à devoir entraîner, ou du moins fine-tuner un modèle de segmentation, puis utiliser un logiciel de reconstruction dédié afin d'arriver à obtenir certaines mesures à partir des images. Et on s'adapte constamment aux conditions d'acquisition de notre système, ce qui rend difficile le fait de réaliser, par exemple, des études comparatives entre systèmes d'acquisition. Ce qui m'amène du coup à vous poser mes questions de recherche, du coup, à savoir comment développer un pipeline de reconstruction automatique de systèmes racinaires spatio-temporels qui prendrait en compte la variabilité des conditions d'acquisition, des topologies racinaires et comment exploiter les données ainsi obtenues. Il y a plusieurs autres questions qui en découlent, à savoir quelle méthode d'adaptation de domaine et de contraintes topologiques on peut intégrer à un modèle de segmentation pour pouvoir au mieux extraire des systèmes racinaires, comment construire une fonction de coût et un schéma d'optimisation globale pour généraliser la construction des systèmes racinaires, et enfin, comment analyser le développement des organes racinaires au cours du temps afin d'identifier des motifs, des patterns de croissance ou des invariants en fait, dans le développement de la racine. Dans le cadre de ce travail, j'ai eu accès à l'équipe dans laquelle je travaille a constitué un consortium de laboratoires qui m'ont donné, que l'on a regroupé en plusieurs datasets, en plusieurs cas d'études. Donc, en gros, pour faire simple, j'ai des images de robots émageurs, de mini-risotrons, de risotubes et de scanners optiques. En tout, ça fait 10 jeux de données et les modalités d'observation vont du haut au bas débit. Ce qu'on cherche, c'est obtenir un dataset le plus représentatif possible des différentes conditions d'acquisition. Et mon plan de travail pour cette thèse, il commence par ces données et dans le cadre de cette thèse, je viserai à répondre à chacune des sous-questions que je vous ai présentées, à savoir une partie adaptation de domaine, une partie reconstruction de l'architecture racinaire et une partie extraction et recherche de patterns du coup, de croissance ou d'invariants. Voilà. C'est une présentation simple. J'espère que le sujet vous aura intéressé et voilà. Merci d'avoir écouté. Est-ce qu'il y a une question?
Oui, Stéphane Ingrand. Est-ce que, en termes de simplicité d'approche, ce serait plus simple de le faire sur les parties aériennes? Est-ce que ce serait les mêmes problématiques? Parce que ça se croise aussi, bon, bref, les branches et tout ça, au lieu de s'occuper des... Enfin, qui serait après transposable aux racines. Mais c'est peut-être bête comme question. On a plusieurs... En fait, on a pas mal de données concernant les parties aériennes de la plante, vu que c'est facile d'obtenir des images 2D ou 3D en fait, de ces parties-là. Là où pour les systèmes racinaires, concrètement, on a besoin de plateformes un peu dédiées. Il faut creuser dans le sol. Il y a des méthodes de phénotypage destructives. Et dans mon cas, pour pouvoir avoir des séries temporelles d'images, je m'intéresse à des méthodes non destructives. Du coup, il y a moins de données en fait en général pour l'instant. Ça peut servir de comparaison, mais il y a moins de données sur le sujet. Du coup, si ça répond à la question. Ouais, mais... Pour les croisements, les branches, ça se croise aussi. Donc, est-ce que c'est résolu pour l'aérien qu'on voit bien facilement et qu'on pourrait... Ouais, il y a des méthodes dont on peut s'inspirer, PhenoArch notamment, il me semble, qui a été développé. Et oui, on peut s'en inspirer, ça peut se faire. Du coup. Ok. Merci beaucoup. Et je vous encourage à discuter avec lui à la pause. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mej Gavinowski et donc je vais vous présenter mon projet de postdoctorat que je viens à peine de commencer là en janvier 2025 au sein de l'UMR Eco6 et qui porte donc sur la métamodélisation des interactions plante-plante en 3D avec une application à l'association Colza-Févrol. Donc, je vais d'abord vous introduire le contexte de ce projet. Donc, dans le cadre de la transition agroécologique, un levier important est la diversification des peuplements cultivés qui peut se faire à l'échelle de la parcelle, notamment avec des mélanges d'espèces. C'est une pratique qui est notamment intéressante pour des espèces comme le colza qui souffrent de problèmes d'implantation dus à différents stress. Et l'association du colza avec des espèces légumineuses comme la févrole va être une solution prometteuse à ce problème qui pourrait également permettre une réduction d'intrants. Toutefois, les performances de ce type de mélange sont très variables et difficiles à prédire en raison de la complexité importante des interactions plante-plante dans ces couverts hétérogènes. Donc pour étudier les interactions entre plantes dans ces mélanges, on utilise souvent des approches couplées entre expérimentation et modélisation. Donc les modèles sont des outils très efficaces et complémentaires à l'expérimentation pour explorer in silico le fonctionnement des peuplements cultivés. Ici, les modèles qui nous intéressent, ce sont les modèles de plantes structure-fonction qu'on appelle les FSPM, qui sont individus centrés et qui vont décrire très finement les différents processus à l'échelle de l'organe et avec une architecture 3D très détaillée de la plante dans le couvert, ce qui est donc très adéquat pour s'intéresser à ces interactions entre plantes en mélange. Au sein du laboratoire Eco6, le modèle Cymbal est donc en cours de développement pour simuler le fonctionnement carbone-azote du colza et de la févrole en association avec une acquisition de données dédiées. Donc tout ça, c'est très prometteur, mais on a quand même un gros problème avec ces modèles FSPM, c'est leur temps de calcul qui peut être très long et ce qui va être limitant pour appliquer certaines méthodes de modélisation, donc à savoir de l'analyse de sensibilité et de la calibration de paramètres, mais aussi la simulation d'un grand nombre de plantes pour se placer à l'échelle de la parcelle, qui est l'échelle des expérimentateurs et des agriculteurs. Donc une solution pour cela, c'est la métamodélisation. Donc un métamodèle, c'est une approximation de nature statistique ou automatique qui va permettre d'approximer très rapidement un modèle complexe. C'est des approches qui sont déjà très utilisées dans d'autres disciplines, mais pas tellement pour les FSPM. On a seulement quelques utilisations anecdotiques avec qui ne sont difficilement transférables. Donc pas de règles pratiques d'application claires pour les FSPM. Donc c'est là que j'interviens. Donc je vais juste vous présenter les objectifs de mon postdoctorat, qui se déclinent en 2 volets. On a une première approche générique qui vise à clarifier le cadre de développement et surtout d'utilisation des métamodèles pour les FSPM et qui va donc viser à explorer différentes stratégies. Donc on va s'intéresser à tester différents types de méthodes, donc basées sur des processus gaussiens ou du machine learning, à différents niveaux de modularité également,
puisque on peut s'intéresser à articuler différents métamodèles pour différents modules qui correspondent à différents processus, ou bien métamodéliser directement le FSPM global. Et on s'intéressera aussi à différents types de sorties, du trait, du multitrait, mais on souhaiterait aussi s'intéresser à l'architecture 3D reconstruite en sortie d'un métamodèle. Et l'idée serait de proposer des protocoles aussi génériques que possible pour consolider l'utilisation des métamodèles et guider les concepteurs et utilisateurs de FSPM, ce qui permettrait donc de réduire cette contrainte du temps de calcul pour les FSPM et donc de faciliter leur développement puis leur utilisation. Et donc en parallèle de ça, on a aussi un cas d'application donc directement sur les interactions plante-plante dans les associations Colza-Févrole avec le modèle Cymbal développé à Ecosys, où on viendra appliquer les différentes stratégies préalablement explorées à ce modèle, pour 3 objectifs différents. Donc une analyse de sensibilité pour vérifier le fonctionnement du modèle et effectuer une hiérarchisation des paramètres. Ensuite, une calibration automatique pour paramétrer le modèle sur des données observées, et finalement des simulations à l'échelle de la parcelle, ce qui nous permettra de vérifier à cette échelle les processus qui sont initialement décrits à l'échelle de la plante dans le FSPM, et également de fournir une forme d'outil d'aide à la décision, ce qui nous permettra d'avancer dans la compréhension de ces interactions plante-plante entre le colza et la févrole en association. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Désolé, merci beaucoup, Mej, c'est vraiment super. Tout modèle, métamodèle, modèle surrogate, aussi fidèle soit-il, pour l'expérimentaliste, on est d'accord, n'est qu'un générateur d'hypothèses. Est-ce qu'il y a un volet explicabilité que tu peux appliquer à la fin pour essayer de dire en quoi ce modèle, qui est purement prédictif, peut informer sur les mécanismes, les mécanismes que vous aviez explicitement dans le modèle origine FS machin. FSPM, merci. Voilà. Je ne suis pas bien sûre d'avoir compris la question. Un modèle prédictif. Oui. D'accord. Mais ce que veut l'expérimentaliste est un mécanisme. On veut savoir pourquoi il réagit comme ça. Donc, on a un modèle prédit, il peut être aussi fidèle qu'il soit, mais on ne va pas toujours l'utiliser juste pour prédire l'avenir. On voudrait savoir pourquoi les choses arrivent pour qu'on puisse influer sur le comportement. Donc, il faudrait, quand on a un métamodèle ou un modèle surrogate, pouvoir expliquer, donner une explication du comportement observé par la prédiction. Est-ce qu'il y a un volet explicatif que tu peux ajouter pour permettre l'interprétation, à la limite modèle agnostique de ces prédictions? Alors, pour l'instant, on espère que les métamodèles vont plutôt fidèlement reproduire le comportement des FSPM. Pour l'instant, ça a plutôt bien marché avec ce qui a été fait, donc on espère pouvoir le transférer. Et auquel cas ça ne marche pas, justement, on se posera un petit peu plus... Non, ce n'était pas la question. Alors, c'est une question. Est-ce qu'il y a de la dynamique dans la donnée? L'animation qui était montrée, on voyait le développement du système racinaire, oui, et puis de la partie aérienne. Il y a de la cinématique, c'est de la géométrie qui bouge, mais est-ce qu'il y a des forces là-dedans? Est-ce qu'il y a de la dynamique? Donc là, est-ce qu'il y a un modèle mécanistique? Je crois que c'est Stéphane qui proposait le modèle, avec des efforts, de la force, de la pression, qui tient compte des efforts extérieurs appliqués au système. Oui, parce qu'on va avoir tous les effets environnementaux, climatiques qui vont venir conditionner justement cette croissance dynamique de la plante, donc à la fois en termes d'architecture, mais qui est reliée aussi à du fonctionnement, de la production de biomasse, de l'allocation entre les différents organes. Okay. En fait, est-ce que tu pourras revenir à des modèles d'allocation, des choses comme ça, ou des... Une fois que tu as ta prédiction, est-ce que tu peux revenir à qu'est-ce qui a bougé? On aimerait bien, l'idée ce serait plutôt d'appliquer le métamodèle justement sur des processus qui sont gourmands en temps de calcul. Donc typiquement ça va être l'interception de la lumière par le couvert en 3D. Et donc potentiellement quelque chose qu'on va faire à chaque pas de temps. Et donc à la fin, une fois qu'on a métamodélisé justement ce processus-là, qu'on est capable d'intercepter la lumière d'un coup très rapidement, c'est de pouvoir ensuite refournir en sortie l'état de la plante pour pouvoir aller continuer la simulation au pas de temps suivant.
Ok, ben écoute, merci beaucoup, merci bien. Donc maintenant, je pense que c'est la pause.